Aujourd'hui, à Mise à jour, une entrevue complète avec le PDG du Port de Québec, Mario Girard. Pourquoi la grosse machine du port se place-t-elle aussi souvent en porte-à-faux avec les citoyens de Québec? Nous recevons également 2 regroupements qui doutent des réelles retombées économiques de cet agrandissement prévu. Bonjour à tous et bienvenue à Mise à jour. Vous le savez, le Port de Québec est en plein processus d'expansion et son administration estime que l'agrandissement proposé est carrément une question de survie. Mais force est d'admettre que la cohabitation avec les citoyens de Québec est loin d'être totalement harmonieuse et depuis plusieurs années, les détracteurs des projets du port et des impacts du port ont été nombreux à se présenter ici sur ce plateau. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une longue entrevue avec le PDG du Port de Québec, Mario Girard, qui était dans nos studios cette semaine. Mario Girard, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, grand projet du Port de Québec. On peut parler de 2 projets majeurs. Bien sûr, il y a Beauport 2020. Vous voulez augmenter la capacité de transbordement du vrac au port et la manière d'y arriver, c'est notamment d'extensionner la ligne de quai. On parle d'une extension de 610 mètres. Ma première question, M. Girard, pourquoi tout n'est pas sous couvert au Port de Québec? Pourquoi il y a encore des matières volatiles dans l'air? C'est-à-dire qu'il y a encore un secteur qui se fait sans que ça soit sous couvert, parce qu'il y a certains types de cargos qui peuvent pratiquement pas se faire sous couvert. Alors, ce qu'on a fait, je vous rappelle qu'on a annoncé que toute la partie Beauport 2020 serait faite sous couvert, ce qui est un gros engagement pour un port. Oui. On pourra en parler un peu plus tard. Mais la partie qui se fait actuellement, ça se contrôle, ça. C'est pas sous couvert, mais avec les mesures de mitigation, je vous rappelle qu'on a mis quand même 27 millions de dollars dans des mesures de mitigation, des canons à eau, des capteurs de poussière, des patrouilles 24 heures sur 24, des centres de contrôle. Et les mesures de mitigation fonctionnent très bien actuellement. On a des capteurs de poussière. Maintenant, on a même un qu'on a mis dans la communauté, oui, qui est maintenant publié sur le site web du port à chaque jour. Avoir les données en direct. Les directs sont maintenant publiés, diffusés sur le site web du port à tous les jours. C'est une station qui est installée dans la communauté de Limoilou. C'est quand même rare de voir un port qui est en plein centre-ville. À travers le monde, c'est rare qu'on voit ça, un port en plein centre-ville, avec quand même des matières volatiles et que tout n'est pas sous couvert. Il me semble que pour votre image, est-ce que ce serait pas plus facile? Vous dites que c'est impossible, finalement. C'est-à-dire que du côté de ce qu'on fait actuellement, économiquement, ça tient pas, là. On pourrait pas couvrir l'ensemble du secteur du port actuellement. On parle de plusieurs centaines de millions. Donc, carrément, les gens qui utilisent le port actuellement s'en iraient ailleurs, là. Ça mettrait sérieusement en péril l'activité économique générée autour du port. Le 18 novembre dernier, la chroniqueuse Karine Gagnon, parce que vous êtes allé présenter le projet en comité plénier devant les élus de la Ville de Québec, elle a parlé d'une occasion ratée, d'une séance de relations publiques. Elle a même dit que c'est plus difficile d'avoir en entrevue Mario Girard que le premier ministre Québec lui-même. Comment vous réagissez à ces critiques-là? D'abord, on s'est rencontrés, Mme Gagnon et moi, on s'est rencontrés dans les jours qui ont suivi ça, parce qu'il fallait clarifier ça, là. Alors moi, dans le fond, on s'est parlé, puis on a réglé nos affaires sur la difficulté de se rencontrer. Je pense que c'est ça. Est-ce que le port a un problème d'image? Moi, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer. Okay? Moi, ce que je propose à la population, c'est un dialogue constant. Alors, je pense que personne ne pourra nous reprocher de ne pas avoir fait suffisamment d'actions, d'activités de communication, de présentation dans les dernières semaines, les derniers mois. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est ouvrir un dialogue. Mais allez-vous vraiment prendre en compte ce que les citoyens vous ont dit lors de ces consultations-là? Absolument. Je veux dire, on a déjà des commentaires qui sont extrêmement pertinents. C'est ça l'objectif. C'est de dialoguer pour voir est-ce qu'on peut pas... Par exemple, à la plage de la baie de Beauport. Oui. On entend parler de ça souvent. Oui. On sait qu'elle s'érode actuellement. Alors nous, on a créé une vision pour la plage de la baie de Beauport. Mais vous savez que ça ne me fait aucunement l'affaire nous avons reçu d'ailleurs en entrevue à l'émission M. Jobidon qui disait que vous allez tuer les sports de voile à la baie de Beauport en raison de la configuration que vous proposez présentement. Seriez-vous prêt à revoir entièrement cette configuration-là pour sauver les sports de voile? C'est-à-dire que revoir entièrement, c'est une chose. Il y a des contraintes techniques qu'on a. Là, comme exemple, la ligne de quai dont on parle, on ne peut pas la mettre dans tous les angles possibles. Il y a un angle très particulier à cause des glaces, des marées, etc., des courants. Il faut la mettre dans cet angle-là. Maintenant, on fait actuellement 160 rencontres.
On a 160 parties prenantes qui ont été identifiées, dont le groupe de monsieur dont vous parlez, qui ont été déjà rencontrés et avec qui on a ouvert un dialogue, une communication pour leur présenter nos contraintes, nos préoccupations et entendre les leurs et essayer de voir si on ne peut pas aménager les choses différemment pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Monsieur Girard, pourquoi vous refusez de vous soumettre à un BAP lorsque plusieurs des citoyens et le gouvernement du Québec vous le demandent? C'est-à-dire que moi, dans le fond, là, on prend les lois qui s'appliquent au port de Québec. Hein. Nous, on est une juridiction fédérale. Les lois qui s'appliquent à nous, on les respecte. Et si on veut changer les lois, ben là, c'est pas à mon niveau qu'il faut me demander de changer les lois. C'est aux politiciens qui doivent s'asseoir entre eux et dire, regarde, on va changer les lois. Alors, moi, je ne peux même pas personnellement me prendre cette décision-là de dire, on va prendre un set de lois provinciales alors qu'on est une juridiction fédérale. Alors, quand les gens nous demandent ça à nous, on n'a même pas cette option-là. Maintenant, ce qu'on a fait, ce qui est important, mais vous pourriez quand même décider de vous soumettre à un BAP. On peut pas nécessairement décider de se soumettre à un BAP. On a un processus fédéral, d'ailleurs, qu'on utilise actuellement, qui est documenté, qui est connu. Et ça, ce qu'on a fait, c'est avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, on s'est assis non seulement avec le fédéral, mais avec le provincial, pour trouver une solution qui soit acceptable pour tout nombre des parties. Alors, le processus actuellement qu'on utilise pour toute la consultation qu'on appelle l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, eux sont habitués de travailler avec le provincial. Alors, vous l'avez vu, c'est une solution qui était très acceptable et connue avec le gouvernement provincial, qui est habitué de travailler avec l'Agence canadienne. Et je pense que les intervenants ont dit qu'ils étaient très à l'aise avec cette solution-là. De toute évidence, il y a encore des gens qui crient haut et fort, qui sont contre les projets du port ou contre la manière dont vous gérez vos projets et vous accusent également de manquer de transparence. C'est-à-dire que ça, on a entendu ça un peu pour les silos. On fait référence un peu peut-être à l'épisode des silos, où les gens nous ont dit, on a entendu ça. Oui. Peut-être le projet est correct, l'aspect sécurité est correct, l'aspect environnement est correct, c'est l'aspect communication, l'aspect consultation qu'on aurait peut-être souhaité être un petit peu plus, en faire un peu plus. Alors, on l'a entendu, et ce qu'on a fait avec Beauport 2020, c'est assez unique en termes de consultation. On vient de sortir d'une journée porte ouverte, là, où on a envoyé 165 000 invitations dans la ville de Québec. On a fait une journée pour présenter le projet, répondre aux questions. Là, on est avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, comme je le disais, qui vont faire 3 séries de consultations. Donc, vraiment, on a entendu la préoccupation des citoyens, puis on est là pour répondre à leurs questions. Dans nos studios, il y a quelques semaines, on avait Daniel Gay, qui est le président d'Accès Saint-Laurent. Et ce qu'il proposait notamment, il se demandait pourquoi le port de Québec n'irait pas faire davantage d'activités de Cacouna. Je vous invite à l'entendre et par la suite, je vous demanderai votre réaction. Merci. C'est juste un lieu de transbordement. Donc, les retombées économiques sont pas si grandes. Et si on les fait à Gros-Cacouna, ça va être des retombées économiques quand même pour le Québec et le Canada. Mais c'est une perte pour Québec si on s'en va à Gros-Cacouna. Pour Québec, plus ou moins, parce que le maire Labo me disait que si on revitalisait les accès au fleuve, on allait rendre la ville plus attractive. Donc, en général, on va pouvoir développer davantage de choses, comme à Destimoville, que ce secteur a développé. Vous en pensez quoi, Gros-Cacouna? C'est une option? D'abord, j'aimerais ça parler un peu de retombées économiques. Là, on semble dire que le transbordement génère plus ou moins d'activité économique. Alors, une récente étude qui a été faite par KPMG, tout récemment, qui vient de sortir du fourneau, nous parle de 800 millions de retombées économiques juste pour la ville, la région, 1 milliard au niveau provincial, 1,3 milliard au niveau fédéral, 8 000 emplois directs et indirects. La présence des infrastructures portuaires dans la ville de Québec, c'est 8 000 emplois au niveau de la région de la ville. C'est quand même c'est intéressant. Maintenant, je vous entends sur son... Sur Cacouna, maintenant, il y a le port de Québec, c'est une très bonne question, ça me fait plaisir d'y répondre. Le port de Cacouna et le port de Québec ont quelque chose de fondamentalement différent. C'est la profondeur d'eau. À Cacouna, on a 8 mètres d'eau à marée basse. À Québec, on a 15 mètres d'eau. Alors, il y a très peu d'activités qu'on peut faire dans le contexte actuellement où les bateaux grossissent de plus en plus. C'est important, ça. Les bateaux, là, sur la planète qui se construit aujourd'hui, il y a ils sont de plus en plus gros. Ben oui, on bâtissait des bateaux de 7 mètres de tirant d'eau. Aujourd'hui, on construit des bateaux de 15, 16, 18 même mètres de tirant d'eau. Alors, Cacouna, dans le fond, a été construit et il y a très peu d'activités qu'on peut faire à Cacouna, là, compte tenu de sa profondeur d'eau. Ça, c'est la première raison. D'accord. Évidemment, il y a l'histoire des baleines aussi, des belugas, là,
Ça aussi, c'est un autre élément important pour Cacouna. Je vois que le temps file et je voudrais vous entendre. Vous allez publier votre étude d'impact, ça va être à quel moment? Oui, ça devrait être en début de l'année 2016, ça va être publié. Là, on travaille là-dessus très fortement actuellement. On répond donc à ce qui a été demandé par l'Agence canadienne, qui fait suite à la consultation avec la population. On est en train de préparer ça. En début 2016, on devrait être capable de fournir ça à l'Agence, qui va retourner consulter la population. On va attendre ces résultats-là. Merci beaucoup, Mario Girard, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Maintenant, le port de Québec n'a pas ce qu'il faut pour agrandir ses installations autant qu'il le souhaiterait. C'est à tout le moins ce que croit le GIRAM, le groupe d'initiative de recherche appliquée au milieu. Le groupe doute que le port soit en mesure d'atteindre son objectif d'expansion et croit même que l'expansion devrait plutôt se faire du côté de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Alors, j'ai reçu le président du GIRAM un peu plus tôt cette semaine. Monsieur Sénéchal, bonjour. Alors, ma première question va être assez directe. Est-ce que le port de Québec a les moyens de ses ambitions? Pas du tout. Pourquoi? Je suis assez franc. Oui. Ses ambitions sont trop grandes, elles sont très grandes. Et le port de Québec est confronté à une situation géographique, premièrement, qui ne lui permet pas d'avoir autant d'ambition. Quand je parle de situation géographique, c'est que pour devenir un grand port, un port de la stature auquel rêve le port de Québec, là, il faut avoir de l'espace. Actuellement, le port de Québec est enclavé par une ville qui, au cours des 4 dernières décennies, a pratiquement enclavé l'espace portuaire de Québec. De sorte donc, un manque d'espace sur Terre, mais un manque d'espace sous terre également, oui, parce qu'on parle souvent de la profondeur. Oui, mais un port, ça doit avoir de l'espace sur Terre. On oublie qu'un port, là, c'est un lieu de transbordement, de débarquement de marchandises et il faut être capable de la placer. Par exemple, il est impossible pour le port de Québec de faire de l'industrie du transport du conteneur. Impossible parce que ça prend des surfaces planes et très profondes. C'est pour ça qu'on se concentre sur le vrac. On se concentre sur le vrac qui prend un peu moins d'espace, mais une fois qu'on se concentre sur le vrac, qu'il soit liquide ou solide, il faut être capable de le sortir du port. Et nous, notre principal obstacle qu'on voit là, pour agrandir, c'est que le port dispose d'une seule voie ferroviaire. Un port bien organisé, qui a de l'ambition, doit être capable de transporter ses marchandises par voie ferroviaire. Ça ne se fait pas par camion, là, vers le centre du continent. Et la seule voie ferrée qui peut desservir toute la partie Beauport 2020, c'est celle qui passe par les Moilous, après d'un cégep de 5000 étudiants, les garderies, les CPA, etc. Donc, le port est dans une très mauvaise posture pour voir trop grand. Mais dites-moi, M. Sénéchal, en quoi le GIRAM, en quoi votre groupe a-t-il la crédibilité pour se prononcer sur un tel projet? Bon, en fait, nous, on a acquis une certaine crédibilité et expertise là, pendant quelques années, surtout dans le combat du projet Arabasca. Les questions de navigation nous ont intéressés énormément. On s'est associé avec des experts et on a compris vraiment, là, je dirais même plus que certains fonctionnaires du gouvernement du Québec, ce que impliquait la navigation sur le Saint-Laurent. Donc, on pense qu'on a une expertise assez bien développée pour parler navigation. Selon vous, le port de Québec il n'y a rien qui justifie, que ce soit l'économie ou que ce soit la création d'emplois, il n'y a rien qui justifie le projet Beauport 2020? Non, absolument pas. Il y a une justification pour l'existence du port de Québec, tel qu'il est actuellement. Et même, je dirais qu'on est peut-être allé déjà trop loin, mais il n'y a absolument rien qui justifie qu'on agrandisse de 17,5 hectares pour transborder encore du vrac solide ou du vrac liquide qui ne dessert pas la région de Québec. C'est pour la desserte des Grands Lacs, du côté américain et du côté canadien. En fait, c'est un lieu de transbordement sur de plus petits bateaux qui vont devoir franchir la voie maritime du Saint-Laurent à travers les écluses. Et un lieu de transbordement, ça peut être à Québec, mais ça peut être en aval de Québec aussi. Et justement, ce que vous suggérez, vous, c'est que ça se fasse du côté de Sept-Îles. Ce que vous dites au Québec, s'il y a un port qui devrait s'agrandir et qui pourrait en accueillir davantage, c'est la Côte-Nord. C'est une hypothèse. On a parlé de Sept-Îles dans notre communiqué, dans notre réflexion, compte tenu du fait que pour bâtir cet agrandissement à Québec, il faut aller chercher à même les fonds, là, des sédiments,
qui sont souvent toxiques, là. Il faut aller chercher de quoi remplir 17 hectares,5, là. C'est beaucoup de brassage. Et donc, la question environnementale vous inquiète? Il nous inquiète aussi. Mais pourquoi aller faire tant de travaux et de brassage alors que ce transbordement-là pourrait se faire en aval de Québec? Parce qu'il n'y aurait pas ces problèmes-là à cette île. Ben non, parce que les installations sont déjà là. On est en eau profonde à 25 mètres. Partout, il y a de l'espace latéral et cette île est capable d'accueillir de plus gros bateaux qu'à Québec. Et pour les prochaines décennies, parce que nous, on pense pas à 2020, on pense pas aux années, à l'année 2020, là, on pense aux années 40, 50, où il va y avoir encore des transformations extrêmement importantes au niveau de la navigation et les bateaux vont changer, vont probablement grossir encore plus. Et le Québec a besoin, on ne le dit pas assez, d'un espèce de grand port maritime. Quand on parle de port maritime, là, d'un port en façade de mer. Et à cette île, on est pratiquement dans une situation de transport de façade maritime qui permettrait un approvisionnement pour faire la desserte de l'intérieur du continent. Alors qu'à Québec, avec l'étroitesse de la baie de Beauport, là, c'est une opération qui est une ambition absolument impossible. Là. Vous avez entendu l'entrevue réalisée Mario Girard. Il y a certains points qui vous ont fait sourciller quand même. Ben, sur la question de l'impact emploi, l'impact sur l'économie... Pensez-vous qu'on a tenté, que le port tente de créer une illusion? Ben, je pense que le port de Québec tente de créer beaucoup d'illusions. Je vais vous dire, juste avoir le vidéo que le port de Québec mis en ligne, là, où on voit des enfants qui promènent sur la plage avec leurs parents, des gens qui font de la planche à voile, un plan d'eau, un quai des pêcheurs. Tout ça, c'est de la fiction. Quand je suis allé rencontrer, lors de la journée porte ouverte, des gens du port de Québec, je leur ai demandé où ça situerait le plan d'eau, le quai des pêcheurs. On me dit tout bonnement et naïvement, ça, c'est pour agrémenter la vidéo. La réalité, c'est qu'on ne sait pas encore ce qu'il y aura. On ne sait pas ce qu'il y aura sur cette plateforme-là. On voit des images avec plein de réservoirs, de pétrole, de gaz liquéfié, etc. Et je leur demande, est-ce que ça va être à cet endroit-là? Ah non, ça, c'est pour agrémenter la vidéo. On ne sait pas. Nous, ce qu'on est en train de faire, nous dit-on, au Port de Québec, c'est une plateforme de 17,5 $ et on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dessus. Ma dernière question, très rapidement, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que finalement, le GIRAM, c'est seulement un groupe d'écologistes chialeux? Oh mon Dieu! Rapidement. Ce que j'ai à dire de meilleur pour les gens de Québec là-dessus, c'est que si le GIRAM n'était pas intervenu contre le Port de Québec en 1993 pour arrêter une autre folie qui était des mines pour desservir la mairie de Deschambault, là, il n'y aurait pas de promenade Champlain à Québec. Parce que cette opération-là, l'entreposage de l'humaine, impliquait qu'on transportait tout ce matériau-là sur le boulevard Champlain à raison de 100 camions par jour, aller-retour, pour faire la desserte de Deschambault, alors que maintenant, tout se fait via le port de Trois-Rivières et par voie ferrée. Donc les gens doivent remercier le GIRAM. Et si j'ai bien compris, la position du GIRAM, c'est que ce projet d'expansion, le port de Québec n'a pas les moyens de ses ambitions et devrait se concentrer, se contenter de ce qu'on a déjà présentement. Absolument sans impact négatif sur l'économie, parce que nous, on pense à l'économie du Québec et pas seulement qu'à celle de et aux années au-delà de 2020. Merci beaucoup, Pierre-Paul Sénéchal, président du groupe d'initiative de recherche appliquée au milieu, d'avoir été avec nous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous l'avez entendu dans cette entrevue, parmi les points qui suscitent des doutes ou du scepticisme, il y a les fameuses retombées économiques et la création d'emplois chez nous, Québec. Et pour en parler, je rejoins via Skype Bertrand Shepherd. Il est chercheur de l'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Il est responsable des dossiers énergie et transport. Bonjour, Monsieur Shepherd. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien vous-même. Oui, merci. Première question, qu'est-ce que vous pensez du projet d'expansion du port de Québec dans sa globalité? Ben, j'ai bien aimé un peu la dernière entrevue où on nous dit qu'il y a quand même quelque chose où on nous propose une illusion un peu. Je pense qu'effectivement, sans dire que le projet est nécessairement mauvais, je pense qu'il est effectivement vanté pour plaire, bien sûr. Et donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de
je dirais, de vantardise, qu'on pense aux retombées économiques, à l'emploi, et même, je pense qu'on oublie un peu de parler de d'autres coûts pour la Ville de Québec, par exemple, le fait que des camions lourds passent sur les routes, ou d'autres choses comme ça. Donc, tout n'est pas tout beau, à mon sens. Donc, les impacts que ça va avoir à l'extérieur, si on veut, des aménagements du port de Québec. Mais justement, Mario Girard parlait, de la création de 8000 emplois directs et indirects, des retombées économiques de 800 millions. Alors, c'est ça, l'illusion, selon vous? Oui, en fait, parce que quand on regarde les données, on nous parle d'investissements de 190 millions sur 5 ans, par exemple. Mais si on se fie à toutes les données Statistique Canada qui sont basées sur ce qui se fait ailleurs au Canada et au Québec, en fait, 1 million de dollars, là, ça crée environ 10 emplois en construction. Alors, si on prenait on s'appliquait avec le calcul que M. Girard nous propose, ça veut dire qu'il y aurait 30 emplois par million de dollars investis, ce qui est plus que ce que tout est imaginable à ce niveau-là. Il faudrait vraiment que l'ensemble des acteurs du privé qui sont prévus participent pour peut-être arriver à quelque chose qui ressemble aux chiffres de création d'emplois qui sont produits ici. Donc, à mon sens, c'est un peu... c'est vouloir rendre la réalité plus belle qu'elle est. Plus belle qu'elle est. J'ai envie de vous entendre, M. Shepherd, sur la question du BAP, le fameux BAP que plusieurs personnes demandent. Avez-vous l'impression qu'à quelque part, le gouvernement provincial a lâché la serviette, a abandonné? Oui, en effet. En fait, à ce niveau-là, je pense que M. Girard dit bien la situation de son côté à lui. Effectivement, lui, il fait ce que la juridiction lui demande et c'est pas pour attaquer du tout l'étude qui a été faite l'Agence canadienne de l'évaluation environnementale. Par contre, je vous soumettrais que la ligne 9B de Enbridge aussi est soumise à cette même type d'évaluation-là et on a quand même fait une consultation publique au Québec qui a recommandé des choses. Donc, ici, c'est le gouvernement qui a décidé de ne pas prendre le pouvoir entre ses mains d'agir. Est-ce que ça veut dire que lorsque quelque chose, le gouvernement va proposer autre chose ou non, c'est à voir. Mais à ce niveau-ci, c'est un peu étonnant. Je pense que le Québec aurait pu faire plus, en tout cas. Sur ce dossier-là. Également, dans l'entrevue, M. Shepherd, Mario Girard admet en quelque sorte qu'il y a un problème d'image du côté du port de Québec. Vous en pensez quoi? Mais je pense que le problème avec le port de Québec, c'est qu'un peu le passé est garant de l'avenir. Donc, elle a vu beaucoup de chicanes, je dirais, ou de problèmes pour le port de Québec à se rendre crédible auprès de la population. Et là, lorsqu'ils veulent faire des grands investissements, ça leur revient en pleine figure, en quelque part. Oui, mais quelque part, est-ce que l'acceptabilité sociale pour le port de Québec, est-ce que c'est négligeable, est-ce que c'est souhaitable ou c'est absolument essentiel? Considérant qu'il est en plein centre-ville de Québec ou à peu près, c'est essentiel. En fait, on ne pourrait pas penser la même chose. On essaie d'imaginer dans d'autres villes de la grandeur de Québec des ports en plein centre-ville. Et évidemment, on ne pourrait pas dire on va se construire un port en plein milieu, puis finalement la poussière va peut-être se rendre dans les banlieues. Peut-être qu'on va avoir du pétrole sale, liquide, qui va être stocké à côté de résidences. C'est impensable. En terminant rapidement, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous recommandez du côté de l'IRIS? Moi, à ce côté-ci, j'aimerais bien hâte de voir comment on va vraiment parler des retombées économiques et peut-être ne pas trop se fier à prendre des données brutes et pas uniquement prendre des données analysées telles qu'elles sont probablement faites par KPMG et se poser la question si les emplois pour Québec valent tant la peine de prendre dans une perspective du Québec. Je pense que la proposition de cette île est très sensée et peut-être qu'il y a manière du point de vue du Québec dans l'ensemble, regardez ça, pour qu'à la fois les gens de Québec et à la fois les gens des autres régions en profitent. Parfait. Merci beaucoup, Bertrand Shepherd, chercheur du côté de l'IRIS. Merci. Merci. Maintenant, question de boucler la boucle du sujet pour aujourd'hui. Et je dis pour aujourd'hui parce que certainement, le port de Québec, nous allons en reparler dans le futur. Je rejoins Robert Maranda, rédacteur en chef ici à Mise à jour. Robert, vous avez appris récemment que le maire de Québec, Régis Labaume, a certaines inquiétudes concernant le projet du port, surtout en ce qui concerne le dragage du fleuve. Oui, absolument. Et tout le crédit va à mon collègue du Journal de
Québec, Jean-Luc Lavallée, du Journal du Québec, qui en a parlé dans un article du 6 décembre dernier. Régis Labaume a écrit à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale en invitant l'organisme fédéral justement à se pencher sur les conséquences potentielles de ces travaux-là sur la prise d'eau de la ville qui est située à l'ouest des ponts. Et pour mieux se situer, André, on a une carte, là, je vous montre une carte de la ville de Québec. Les différentes couleurs représentent tous des secteurs qui s'approvisionnent à une seule source d'eau. La zone dont le maire parle est importante, c'est la prise d'eau du secteur ouest de Sainte-Foy, ici est représentée par la couleur brune sur la carte. Ça représente 21% de l'approvisionnement en eau de la ville. C'est donc important et il y a probablement des raisons de s'inquiéter malgré tout. Mais en quoi les travaux d'agrandissement du port, Robert, pour avoir un impact sur cette prise d'eau-là? Bien, Beauport 2020 préconise l'agrandissement de la zone de chargement, évidemment. Il va falloir du remblai pour faire le sol. Il va aussi falloir creuser pour fabriquer des caissons de béton qui maintiendront la zone de chargement de ce futur quai. On parlait de 17 points quelques hectares de plus qu'on devra créer finalement sur le fleuve pour avoir un sol qui se tient. Donc, on parle de caissons de béton armés d'une longueur approximative de 610 mètres à peu près. Et pour créer l'espace et les asseoirs dans le fond, il va falloir draguer avec ce que l'on appelle une dragueuse aspirante qui aspire donc tous les sédiments dans le fond du fleuve et les ressort aussitôt. On a un schéma là, d'une dragueuse aspirante. Donc, ça gratte carrément le sol, ça aspire et ça désagrège les plus gros morceaux pour faire un sédiment plus malléable et on va les rejeter et on va les utiliser soit pour remplir les caissons ou pour faire du remblai. Donc, c'est à ça que ça servira. On se demandait également de quelle manière on allait s'en servir. S'en servir, oui. Oui, c'est ça. On va vraiment prendre ce qu'il y a dans le fond du fleuve pour s'en servir, pour remplir les caissons de béton. Et juste pour remplir les caissons de béton, ça va représenter l'équivalent de 208 piscines olympiques en volume, en mètres cubes de sédiments qui devront être pompés, mais pas juste ça, il y en aura d'autres également. Donc, pourquoi le maire s'inquiète, André, c'est que draguer occasionne un très gros brassage, un bon brassage des sédiments dans le fleuve, et ça va rendre l'eau trouble pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines également. Évidemment, le fleuve coule vers l'est, mais à marée basse, il y a un ressac qui peut venir tout près des ponts. Et c'est là, l'inquiétude est là. Est-ce que la prise d'eau de Sainte-Foy sera sujette à pomper ces sédiments-là? Donc, il y a un danger potentiel. Il y a une grosse inquiétude également. Question légitime quand Absolument. même. Oui, tout à fait. Donc, la boucle est bouclée pour le port.